Merci beaucoup, merci aux organisateurs, merci à la Cinémathèque, merci de m'accueillir. Alors je précise, enfin vous l'avez compris, mais j'insiste, je parle vraiment du champ des études cinématographiques. Je ne suis pas du tout spécialiste en études littéraires, donc c'est à partir de ce champ-là que je me suis posé la question. Et même plus modestement encore, en fait mon propos, je le dois au film de Damien Manivelle, parce que j'ai vraiment pensé avec ce film, enfin essayé de penser avec ce film. Alors, Un jeune poète, c'est donc le premier long métrage de Damien Manivelle, réalisé en 2014, après des essais assez remarqués dans la forme courte. L'intrigue d'un jeune poète, elle se réduit à presque rien. Rémi, pas encore tout à fait sorti de l'adolescence, passe une semaine à Sète, l'été, avec l'idée de donner enfin corps à son désir de poésie. Le jeune homme se place sous le patronage de Paul Valéry. Dès le début du film et à de nombreuses reprises, il se rend sur la tombe du poète. De toute évidence, il attend de cette proximité l'aiguillon qui lui permettra de composer le long poème qu'il a pour ambition d'écrire. Au fil des jours, on le verra donc posté devant son carnet cherchant l'inspiration, mais on le suivra aussi au gré de ses flâneries dans Sète, accueillir les rencontres fortuites qui se présentent à lui, tisser des liens plus ou moins durables, une attention pour un vieux pêcheur l'espace d'un long moment, la discussion d'un soir bienveillante mais éphémère avec les clients d'un bar, les rencontres renouvelées avec Enzo, un marin de son âge qui devient son ami, et puis l'attrait pour Léonore, une jeune photographe qui, après avoir partagé quelques moments avec Rémi, disparaîtra du cadre une fois que l'apprenti poète aura voulu l'enlacer, avec une maladresse immature dont on comprend qu'elle soit vécue comme inquiétante par la jeune femme. Mais si l'on s'en tenait là, on ferait comme si l'intrigue d'un film, si ténue soit-elle, existait indépendamment des formes et des opérations de figuration qui la font exister, et indissociablement desquelles elle accède au sensible. Or, le film de Damien Manivelle ne parle pas seulement d'un poète, il semble attaché à le faire poétiquement, c'est-à-dire dans les formes d'un cinéma de poésie ou d'un cinéma poétique, que pour l'instant et à dessein, on ne distinguera pas l'un de l'autre. Ainsi, avant même de parler des procédés formels, il convient de relever, par exemple, que la ville de Sète n'apparaît en fait que 2 fois sous les atours qu'on lui prêterait spontanément en cette période de l'année, peuplée, voire surpeuplée, de vacanciers. Ces 2 seuls moments où Sète apparaît telle qu'elle devrait être, en été, par effet de contraste, font saillir avec plus d'intensité encore le choix délibéré d'une Sète estivale étrangéisée, pour le dire avec un mot cher à Victor Shklovsky, c'est-à-dire que dès lors la ville apparaît, je cite Shklovsky, comme vision et non pas comme reconnaissance. Le film de Damien Manivelle, ayant donc sélectionné certains aspects de la ville, Sète n'y correspond déjà plus à une réalité extrinsèque, mais accède au sensible, reconfiguré selon les termes de l'œuvre. Quoi qu'il en soit, ceci ne va pas sans des options de cadrage, des choix de durée, de montage. Si l'on s'en tient aux compositions qui inventent cette Sète étrangement déserte, on trouvera aisément dans le film les signes d'une picturalité dont on sait que Pasolini, au contact des films d'Antonioni, a fait l'un des critères possibles d'un cinéma de poésie. Cette picturalité se donne à voir de la manière la plus évidente dans le décadrage à l'échelle de la peinture de paysage. Mais elle colore en fait tout le film davantage à la manière des vues modestes de certaines toiles pêle-mêle de Giorgio Morandi, Albert Marquet, Paul Signac ou encore Félix Vallotton, des toiles où la raréfaction des figures dans des lieux pourtant estivaux, plages ou petites villes méditerranéennes, pour être moins immédiatement inquiétante que chez De Chirico ou Hopper, n'en est pas moins troublant. Mais plus généralement, si le film peut être qualifié de pictural, de cette picturalité singulière dont Pasolini parle en ces termes, je cite, « une beauté picturale que les personnages envahissent, il est vrai, mais en se soumettant à la règle de cette beauté au lieu de la profaner par leur présence. Si le film, disais-je, peut être qualifié de pictural, c'est parce que les cadres, toujours fixes et rigoureusement composés, font de surcroît retour. Autrement dit, la géométrisation des procédés que Shklovsky reconnaît comme l'un des traits fondamentaux du cinéma de poésie opère ici sur 2 niveaux, composition et découpage. Or donc, ces cadres obsédants,
saillants parce qu'immuables, on a bel et bien le sentiment que les corps ne les profanent pas. Les figures humaines participent plutôt à ce que s'y déploie pleinement une picturalité proprement cinématographique, c'est-à-dire une picturalité que le mouvement ne déséquilibre pas, mais à l'équilibre de laquelle il participe, en ayant appris l'humilité, les vertus de la basse intensité. Le corps, les postures, les gestes, y deviennent des mouvements différentiels, accueillis en tant que tels par des structures ostensiblement fixes, qui offrent ainsi aux formes mouvantes une singulière expressivité. Il y a là en jeu, un parallélisme bien marqué, la reprise des mêmes images, ce sont des mots de Shklovsky, mais aussi une conception du cinéma dans laquelle, selon le théoricien russe, un élément de composition fonctionne comme un élément sémantique, en préservant souvent une densité expressive, qui peut être une opacité, rétive à l'univocité. Le tout premier plan du film, par exemple, cadre un peu à l'oblique la façade d'une maison de ville, au coin de laquelle bifurque une rue que l'on devine seulement. Elle offre à deux adolescents un large appui de fenêtres ombragées, dont ils usent comme d'un banc. Soudain, Rémi surgit dans le champ, depuis le coin aveugle de la devanture. C'est sa première apparition, et déjà il apparaît comme mouvement doucement erratique, et cela qualifie Rémi d'autant mieux qu'il survient ainsi dans un champ aux lignes assurées inamovibles. Rémi s'approche donc des deux jeunes gens et leur demande la direction du cimetière. Les deux camarades lui répondent, mais avec un certain dédain. Plus tard, un plan offre une reprise de ce premier cadre. Cette fois-ci, un seul des deux adolescents, Enzo, est assis sur le rebord de fenêtre exposé au soleil. Peut-être qu'avec la qualité de la lumière, l'humeur d'Enzo a changé. Rémi, qui passait par là de nouveau, s'arrête alors, s'assied à côté d'Enzo, comme si l'enjeu était de faire rimer la composition du lieu avec sa première occurrence. Or, la répétition et les variations, autrement dit, le même espace figuré et les figures humaines qui s'y meuvent et s'y replacent un peu différemment, sont ce qui exprime l'amitié naissante, bien davantage que les banalités qui se disent dans le champ. Sceller une amitié, c'est d'abord se tenir côte à côte dans ce même renfoncement, comme l'entérinait le plan inaugural du film. Et on pourrait multiplier les exemples de ces cadres récurrents qui se font d'autant plus sensibles qu'ils scandent, comme on l'a dit, un film dont l'intrigue est à peine une esquisse. Ce qui, vous savez, si l'on en croit, Shklovsky autant que Pasolini, définit aussi le cinéma de poésie. Il y aurait par exemple, à droite pour vous, il y aurait par exemple la reprise du même chemin ombrageux, soustrait au monde par les murs hauts qu'il borde, dont on comprend qu'il est un passage vers chez Léonore, où se mesure l'état du lien qui se noue, première image, se distend, deuxième image, se rompt, troisième image. Il y aurait encore la répétition rigoureuse du cadrage d'un petit muret, où Rémi s'assied pour écrire dans la pénombre. Le retour du même dit alors l'obstination de l'apprenti poète. Mais à la troisième occurrence, le cadrage, altéré, s'y invite, vous le voyez, le chapeau d'une cheminée comme une poussière dans l'œil du spectateur, la modification de la luminosité et le dos tourné disent de concert qu'un changement s'est opéré dans le rapport de Rémi à l'écriture. La plus appuyée de ces répétitions est cependant celle des plans sur le cimetière, qui revient donc 8 fois. 8 fois revient cette composition aux variations structurelles quasi imperceptibles. Or, elle accueille elle aussi des variations signifiantes. Les 7e et 8e plans sur la tombe de Valérie, à la toute fin du film, encadrent en effet une séquence de dialogue essentielle entre Rémi et le poète. Ce moment ne cède pas davantage que le reste du film à l'idée de faire oublier la forme, puisque vous le voyez, vous le devinez, l'auteur du cimetière marin y apparaît en fait sous l'aspect de mots. Paul Valéry, ce sont des lettres blanches sur fond bleu. Parole muette adressée à Rémi qui y répond. Et il y répond les yeux dans l'objectif, le jeune homme contribuant alors, comme l'écrirait Pasolini, comme l'a rappelé Nadja, à faire sentir la caméra. Mais ce moment est surtout crucial parce que l'état d'esprit du personnage s'y dévoile sans plus aucun détour. J'ai transcrit les paroles de Rémi. Autrement dit, l'état d'âme du personnage est explicité sans le recours à la poésie diégétique, c'est-à-dire celle que compose Rémi. Or, ce qui se formule là, c'est que Rémi, le jeune poète donc, est sans aucun doute jeune, bien davantage que poète.
Ce qui s'exprime pleinement dans cette clausule, en forme de discret paroxysme, c'est l'adolescence de Rémi. Non pas l'adolescence comme une tranche d'âge, ça c'est Enzo à qui il revient de l'incarner. Hein. Enzo, le jeune homme se trouve avoir 17 ou 18 ans, mais travaille déjà. Tout marin pêcheur qu'il soit, il a les pieds sur terre, pardon pour le mauvais jeu de mots, et joue le rôle de celui qui ramène Rémi. Ainsi, par exemple, lorsqu'ayant lu l'un des poèmes de Rémi, il juge que son camarade est un peu trop déconnecté du monde. Ou bien quand il indique à Rémi divers usages pragmatiques du monde. Plonger, pêcher, amarrer, flirter, marcher sur la digue. L'adolescence de Rémi, au contraire, c'est cette modalité de l'être caractérisée par l'entre-deux, l'indétermination, l'incertitude, l'insatisfaction autant que l'inadéquation. En cet instant où il répond aux adresses d'outre-tombe, il ne dresse pas seulement le constat de l'échec de son entreprise poétique, il dévoile quelque chose d'aussi simple que vertigineux, sa peur d'affronter la vie et le sentiment de n'avoir pas de place dans le monde. Dès lors, en pure adéquation avec les critères pasoliniens, ce qu'on voit émerger là, c'est le personnage prétexte, le névrosé dont le rapport au monde, décentré, dépragmatisé, irrationnel, doit offrir au cinéaste une prise, un point de vue à épouser, pour que puisse se déployer une proposition de cinéma déprise des usages fonctionnels du monde, comme de la, je cite Pasolini, règle du langage cinématographique commun, narratif et illustratif. Le film de Damien Manivelle peut donc se lire de cette manière. Et si tel est le cas, force est de constater qu'il n'est pas un exercice de style distancié, mais bel et bien une proposition stimulante de cinéma de poésie, qui prend au sérieux les puissances expressives du travail formel ainsi nommé. Mais le film n'est-il que cela? Autrement dit, au prétexte d'y chercher le personnage prétexte forcément pathologique, mal à son aise, et qui sert d'impulsion au film, authentiquement poétique, le film derrière le film, dirait Pasolini, peut-on évacuer à ce prétexte-là, disais-je, comme si elle était tout à fait accessoire, la question de l'être poétique de Rémi. C'est au contraire parce qu'il prend au sérieux cette question que le film finit par en adresser d'autres, essentielles, à la poéticité du cinéma. Et en la matière, on verra donc que son propos est loin de se borner à appliquer, fût-ce de manière réjouissante, les règles du cinéma de poésie. Si l'on en croit Rémi lui-même, il n'est donc pas poète, tout compte fait. Et il est vrai que si l'on s'en tient à la poésie entendue comme ce qui résulte d'un certain acte d'écriture, on peine à trouver de quoi contredire le pauvre adolescent. Au fil du film, on l'aura vu élaborer quelques stratégies d'écriture assez vaines pour pallier l'absence cruelle d'inspiration. Le hasard, lorsqu'il entreprend de laisser le dictionnaire lui fournir les mots de son texte au petit bonheur la chance. L'enivrement, lorsque tentant d'approcher le prétendu cœur créatif de l'ivresse, il prend quelques rasades de vodka, puis accouche de vers maladroits, que je vous ai transcrit. J'ai transcrit l'œuvre complète de Rémi. On l'aura vu aussi tomber amoureux de Léonore, nécessairement. Pourquoi est-ce que je dis nécessairement? Parce qu'il semble bien que Rémi soit d'autant plus disposé à accueillir l'attachement sentimental que cet état est identifié dans les représentations les plus communes comme propice à libérer les élans lyriques du poète. Mais là encore, les mots qui adviennent, comme vous pouvez le constater, sans doute un peu atterrés, les mots qui adviennent trébuchent, sonnent creux, malgré l'emphase et le ton affecté. On sera témoin de moments tout aussi gênants au bar, où Rémi improvise des vers à la demande d'une cliente. À chaque fois, je vous laisse lire éventuellement, mais ce qui est important de retenir, c'est qu'à chaque fois que sont dévoilées les créations de Rémi, le vertige d'une inadéquation au monde tente de se dire, mais le jeune poète semble condamné à emprunter quelques images calcifiées en clichés d'un lyrisme nourri d'appels du large ou de sollicitations du cosmos. De même, la fragile attirance adolescente, le timide attrait pour l'autre féminin, s'altère immédiatement de ne trouver pour s'exprimer que les formes grandiloquentes et académiques de la déclaration d'amour versifiée. Et lorsqu'il entreprend de lire les vers des autres, en l'occurrence ceux de Paul Valéry, la poésie ne se fait pas davantage accueillante. Sa lecture hésitante bute sur les mots, et abandon, par exemple, devient abondant, lorsqu'il lit à voix haute un fragment de La Fausse Morte. Pourtant, en quelques occasions rares et fragiles, lorsque Rémi baisse la garde, soit qu'il n'affecte plus d'être un poète, soit que le miracle d'une traversée des clichés ait pu advenir, le jeune homme parle vraiment en poète.
C'est le cas par exemple lorsqu'il revient seul et à haute voix sur les noms des poissons dont Enzo a fait l'inventaire un peu avant, dans le cadre d'une conversation ordinaire, comme s'il ne s'agissait plus que de se délecter de leur sonorité, de leur juxtaposition, dorade, rascasse. C'est aussi ce moment assez touchant où spontanément, accostant au port avec Enzo, Rémi se réjouit du retour à la terre vive. Belle image, aussitôt sanctionnée par Enzo d'un retour à l'expression usuelle jugée la seule correcte, la terre ferme, on dit. Retour au cliché donc, dont Rémi, poète à son insu, s'était écarté. C'est enfin vers la fin du film, lorsque, s'approchant d'une jeune fille assoupie, ivre sans doute, il recourt d'abord aux formules des autres, le monument de Valérie, lu dans la fosse morte, platement répété, aux tournures attendues, dans la noirceur de cette nuit, vous ensoleillez ma vie. J'ai l'impression de lire des trucs que je produisais en première quand j'étudiais Baudelaire. Aux tournures donc attendues, et puis soudain se laisse aller un étrange et troublant inventaire à l'après-vert, ô combien plus authentique, papillons, pastèques, panques de sperme, enjoliveurs. Mais il faut bien se rendre à l'évidence, ces moments rares ne sauraient rien résoudre. Les fragments de texte effectivement produits par Rémi sont bel et bien ceux d'un lycéen, sans doute encore tout empêtré dans le souvenir de l'étude de Baudelaire. Tout ceci commençait mal de toute façon. En effet, le premier des 7 chapitres qui structurent le film l'indiquait, Rémi cherche l'inspiration. Cette attitude introspective, autre cliché relatif au poète, ne promettait rien de bon car elle postule au fond que le texte à écrire est déjà là, déjà constitué dans les tréfonds d'un sujet sans extériorité, tout l'effort consistant à l'y trouver pour l'actualiser avec succès. Or, on l'a vu, c'est bien dans des moments où Rémi accueille le monde et ses phénomènes que naissent de cette interaction même les mots déliés de la poésie. Car, pour citer Valérie, la poésie est un art de certains effets du langage, certes, mais l'auteur relève qu'elle désigne aussi l'état dans lequel se trouve le sujet qui produit cet art. Je cite Valérie, c'est dans Autour de Corot, c'est un état d'invention par l'émotion, un état de résonance. Or, ainsi que l'observe Laurent Génie, le poème, je cite, le poème ne vient pas représenter un état qui se serait produit avant et sans lui, et avant que d'être un produit, la poésie est donc une production, qui ne se réduit pas à disponible, qui font se lever dans le sujet des échanges, des échos, des correspondances entre sensible et imagination, entre phénoménalité et expressivité, entre les affects suscités par le monde et les mots qui pourraient bien les retenir sans les circonscrire. Au cœur de ce moment, le sujet, donc tel qu'il est décrit par Valérie et autant que par Laurent Génie, au cœur de ce moment, le sujet se laisse ébranler par le monde sensible, ni l'un ni l'autre n'oppose plus de résistance à, comme le dit Laurent Génie, la figurabilité poétique. Ce qui advient alors est peut-être quelque chose comme, je cite Génie de nouveau, une réminiscence du lien continuel entre les choses, oublié dans la succession permanente des tâches de la vie utile, et qu'on ne retrouve plus que par de rares intermittences. Mais ce que font émerger de concert, dans l'écart poétique, le monde et l'attention singulière qu'on lui porte, n'a pas nécessairement, nous rappelle Génie, à se boucler absolument en symbole. Précisément, ce à quoi le moment poétique travaille avant tout, c'est à une modification temporelle et à un attachement à la qualité phénoménologique des instants, c'est Laurent Génie encore, que ce moment invente aux deux sens du terme. Or donc, le film de Damien Manivelle accuse chez Rémi non pas un entrelacement de l'écriture et de l'état poétique, mais bien au contraire une dissociation radicale des deux. Rémi, incapable d'écrire un poème qui se tienne, est en fait dans une attention inusuelle au monde, attitude toute poétique, dès lors qu'il cesse de vouloir correspondre en vain aux représentations du poète validées par la culture. Ainsi, en marge d'une séquence de pêche sous-marine, Enzo, dont on peut deviner qu'il a un rapport bien plus utile à l'activité, reste hors champ. Tandis que ce qui devrait être la périphérie de ce moment a le privilège du cadre. Rémi regarde avec curiosité un poisson qu'il a probablement attrapé. Plus tard, à l'occasion d'une sortie en mer, ce n'est pas le trajet et ses causes éventuelles dont le film rend compte, on reste en un seul plan, avec Rémi fasciné, amusé par les oiseaux nombreux qui suivent les bateaux. On le verra aussi porter intérêt à l'ampoule d'un lampadaire qui s'allume à son passage, ou un panneau de signalisation branlant. Enfin, le rapport, je passe malheureusement pour gagner du temps sur cette deuxième scène d'ivresse intéressante, mais enfin le rapport au monde de Rémi
sensible à ce que l'habitude relègue à l'imperceptible, se traduit souvent par sa manière de pratiquer les lieux. Emprunter la rampe de l'escalier plutôt que les marches, avancer sur la digue par son plan incliné, ce qui laisse Enzo dubitatif, s'asseoir dans une baie abandonnée, trouée dans une façade oubliée. Le film, parce qu'il se situe hors du texte, peut rendre compte de cette part intangible de l'être poétique. Il peut donner à voir la manière d'être de celui qui écrit, et s'attache donc à montrer que Rémy vit bel et bien poétiquement. Ce n'est pas une question de cinéma au sens strict, puisqu'on a vu, c'est une question que Valéry comme génie pose à partir de la production littéraire. Mais le cinéma peut la poser à sa manière propre, parce qu'il filme des corps dans le monde, des comportements, des attitudes, dont le texte ne rend pas compte, en tout cas pas sous ces aspects-là. On voit comment doit se repenser ici la portée du film de Damien Manivelle. Il n'est pas qu'un film de poésie se faisant sur le dos de son personnage prétexte, il est aussi un film sur ce que c'est que vivre poétiquement. Le frêle étonnement que le film a le pouvoir de faire accéder au sensible, ce n'est pas celui relaté par le poème de Valéry, c'est celui du jeune poète sans poème. C'est la qualité de l'attention au monde de Rémy, son étonnement, attention frêle parce que fugitive, fugace, ne trouvant pas à se fixer sur le papier. Et peut-être fallait-il en passer par la relégation des mots au second plan, pour mettre en exergue par l'image cet aspect plus difficilement archivable de l'être poétique, qui met en jeu donc un corps dans le monde. Mais comme on va le voir, le film procède à une disjonction similaire sur un autre plan. Et pour ce faire, il mobilise des opérations éminemment cinématographiques. Le film travaille en effet à désaccoupler la parole et le corps de Paul Valéry. À la fin d'un jeune poète, Paul Valéry, on l'a vu, ce sont des mots écrits en blanc sur fond bleu. L'homme se résume donc à des intertitres portant sa parole, entre guillemets, sa parole muette. Mais avant cela, entre le sixième plan, juste après, pardon, le sixième plan sur le cimetière, Paul Valéry, c'est un corps silencieux qui se tient près de Rémy et échange avec lui un long regard bienveillant. Les intertitres et le montage prennent en charge le verbe. Le fond bleu fait retour comme une scansion. Dans un contraste fort, c'est l'absence de montage et donc la durée sensible du plan qui intensifie la présence du corps muet en tant que pure corporéité. Or donc, parce que cette disjonction-ci résulte d'opérations cinématographiques, on peut penser qu'elle ne concerne pas uniquement l'être poétique, mais précisément qu'elle dit quelque chose du cinématographique, et soutient ainsi une réflexion sur la poéticité du cinéma. En effet, l'insistance à penser le poétique en dehors des mots, à travers le personnage de Rémy, comme dans la figure d'un Valéry divisé, pourrait bien être une manière ostentatoire assumée de congédier le verbe de toute entreprise de définition d'un cinéma poétique, c'est-à-dire de réfuter l'idée même qu'il faillit entendre une analogie avec un certain usage de la langue. On se souvient qu'Eisenstein reprochait à Béla Balázs de ne pas tenir assez compte des puissances du montage dans sa pensée du cinéma. Vous vous souvenez sans doute que Eisenstein disait Béla oublie les ciseaux. Si Damien Manivelle n'oublie pas les ciseaux, on a vu que le montage était amplement mobilisé dans son travail formel, son film n'oublie pas non plus Béla Balázs. Dans son essai intitulé L'homme visible, Balázs donne une importance cruciale à ce qu'il nomme les passages. Alors, nulle préfiguration benjaminienne ou bruxelloise, puisque vous avez de beaux passages ici. Je vous cite Balázs. Il s'agit de ces plans de transition qui ne montrent rien d'autre qu'un personnage du film se rendant d'un lieu de l'action vers un autre. Ces passages, écrit Balázs en 1925, ces passages ont été à tort considérés comme des passages à vide, des transitions maladroites dictées par l'embarras. Mais penser ainsi, c'est manquer leur puissance esthétique, selon l'auteur, car ces moments sont en fait riches d'être ce qu'il appelle des monologues muets du déplacement. Ils exposent de façon plus limpide qu'au cœur des péripéties l'état d'âme du personnage. Dans le film de Damien Manivelle, on voit surgir très littéralement des passages. Des plans d'escalier scandent en effet le film, le motif ne revient jamais sous les mêmes aspects, ce qui concourt à le faire saillir, mais c'est toujours le corps de Rémy que l'on voit s'y mouvoir. L'image souligne à n'en pas douter que Rémy est un être des espaces intermédiaires. Mais dans un film où les péripéties et l'action sont à l'état d'ébauche, ces plans rappellent aussi que l'enjeu crucial du film, c'est une reconfiguration, une configuration corps-espace. Dès lors, si la poésie est un écart par rapport à la norme,
alors une poésie du cinématographe, c'est-à-dire une poésie de l'écriture du mouvement, n'est-elle pas une transcription hétérodoxe du mouvement enregistré, voire une prédilection pour l'enregistrement de mouvements gratuits, incongrus, inutiles? Il n'est sans doute pas étonnant que le film d'un cinéaste qui fut danseur puisse donner corps à ce postulat. Le film de Manivelle transfère le poétique au déplacement sans finalité, au geste gratuit inutile. Et par là même, il fait bel et bien du corps et de ses mouvements le point de contact avec les autres et avec le monde. Rémi danse par exemple avec les autres, certes, mais il y a plus intéressant encore. Il semble spontanément élire les mouvements mimétiques comme accès à ce qui n'est pas lui, comme modalité d'être avec l'autre et avec le monde, comme possibilité de résonance. Par exemple, il ramasse la broche à cheveux d'une danseuse de flamenco, puis tout seul, refait, comme si cet objet était un relais qui lui avait été passé, et il refait les gestes de cette danseuse. C'est ainsi aussi que, flânant dans la nature, il répond par des mouvements désordonnés aux invitations du lieu, sauter d'une pierre à l'autre, mais surtout qu'il mime il improvise une danse évoquant le papillon qu'il vient d'apercevoir, comme une tentative d'approcher avec son corps d'homme ce que peut bien être l'expérience du monde d'un corps léger et virevoltant. Le film de Damien Manivelle peut donc se lire, j'ai quasiment fini, enfin je vais me dépêcher, le film de Damien Manivelle peut donc se lire comme un plaidoyer subtil en faveur de l'idée que la poésie du cinéma est une poésie du mouvement. Mais dans sa manière de faire advenir un petit monde dans lequel la poésie des mots est inopérante, où le poétique sous-tend potentiellement tout le reste, et donc ne reconnaît aucune frontière, le film ne tient-il pas plus souterrainement un autre discours encore? En tout cas, il engage le théoricien du cinéma à une association d'idées par laquelle le film serait comme une invitation à contester le poétique du cinéma comme territoire délimité, c'est-à-dire comme genre. Je le répète, Hassen Shklovsky en 1927, il existe un cinéma de poésie et un cinéma de prose, et c'est là que réside la distinction entre les genres. Le cinéma poétique se distinguant notamment par la prédominance des traits techniques et formels sur les traits sémantiques. De manière moins schématique peut-être, Yuri Tinianov esquisse la même année une ontologie du cinéma et parvient à ce constat, je vous le cite. Aussi étrange que cela paraisse, si l'on établit une analogie entre le cinéma et les arts du mot, elle sera légitime non pas entre le cinéma et la prose, mais uniquement entre le cinéma et la poésie. Et pourtant, alors qu'on en concluait que le cinéma était par essence poétique, quelques lignes plus loin, Tinianov historicise la question en une phrase, et fait donc du poétique un certain usage du cinéma, autrement dit, là aussi un genre, je vous le cite. Alors que dans l'ancien cinéma, le montage était un moyen de souder, de coller, d'expliquer les situations de la fable, moyen en lui-même imperceptible, dérobé, dans le nouveau cinéma, il est devenu un point d'appui perceptible, un rythme perceptible. Donc vous voyez, ce nouveau cinéma au contour assez flou, il est vrai, devient un genre, un territoire délimité du cinéma. Et puis on se souvient que Pasolini, plus précis et annonçant parmi d'autres les pensées figurales de l'image, soutient à juste titre que l'image est par nature apparentée, l'image cinématographique, est par nature apparentée à l'onirique et à l'irrationnel. S'il me reste 1 minute et demie, 2 minutes, ça va. Mais à partir de ce constat, donc l'image cinématographique serait fondamentalement onirique et irrationnelle, à partir de ce constat, Pasolini emprunte une voie très différente de celle que suivra Christian Mess à la fin des années 70. Pour ce dernier aussi, l'image se caractérise, je cite, par sa parenté avec l'inconscient, et en cela, elle est travaillée en profondeur par ce qu'on appellera, ce que Lyotard aura appelé un peu auparavant, le figural. Autrement dit, pour emprunter les mots de Luca Acquarelli, cette logique d'expression qui veut que des forces invisibles ou peu visibles animent l'image en dépit ou avec la participation de sa figurativité. Ce faisant, l'image cinématographique, souligne Mess, est une figure de sens qui est d'abord une figure du signifiant, parce que le signifiant et ses arrangements sont la seule matérialité qui nous soit offerte. À lire Jean-François Lyotard, à lire Hubert Damisch, historien de l'art, à lire Christian Mess, théoricien du cinéma, on voit bien que tous ces auteurs qui comparent les puissances expressives de l'image à celle de la poésie écrite ne soumettent pas l'image à la poésie écrite, mais montrent en fait bel et bien que ce que l'on appelle poésie n'est que le nom d'une manifestation du figural. L'image cinématographique est donc ontologiquement figurale, nous dit Mess, car constamment se dit en elle bien plus que ce qu'elle explicite.
saturée qu'elle est d'une épaisseur expressive et d'affects déliés. Mais il faut bien mesurer ce que cela implique. Toute image cinématographique est virtuellement ainsi. Cela demeure dans les soubassements de chacune d'elles, à l'insu même de ceux qui en règlent les formes, voire travailleraient consciemment à ne pas en aviver les puissances figurales. Et donc ces forces qui travaillent les formes sont susceptibles de faire effraction dans n'importe quel film. Et Christian Mess s'arrête là. Autrement dit, il convient d'insister, de cette logique du figural, Mess ne fait pas un périmètre du cinéma, mais bel et bien sa nature même. Il s'arrête donc là où ne s'arrête pas Tinianov quand il introduit sa distinction entre ancien et nouveau cinéma. Il s'arrête là où ne s'arrête pas Pasolini, qui reconnaît ce sous-sol onirique et irrationnel de toute image, mais semble estimer sérieusement que la logique dominante narrative et illustrative parvient à le refouler jusqu'à lui interdire toute efficacité, et ce faisant, Pasolini ne pense pas le cinéma comme poétique, mais circonscrit en son sein le territoire d'un cinéma de poésie, le périmètre d'un genre qui, lui, favoriserait cette singulière expressivité. Je conclus. Or, encore une fois, ce à quoi s'ouvre sans grandiloquence le film de Damien Manivelle, ce qu'il semble presque mettre en abîme, c'est l'idée d'un poétique indocile qui se refuse à être cantonné à un périmètre, le langage verbal, le carnet de Rémy, voire les lois du genre et les représentations culturelles liées à la pratique de la poésie. En cela, le film ravive cette idée, contenue dans le titre même du colloque qui nous réunit, qu'il n'y a pas tant un cinéma de poésie qu'un cinéma poétique, si l'on entend bien figural derrière cet adjectif, et surtout qu'il faudrait alors entendre cette expression comme un pléonasme. Voilà, je vous remercie.